OK. Bon, ben, on continue avec la belle soirée. Merci de votre attention précieuse. Vous la donnez volontiers. Donc, prochaine présentation s'appelle Combien pour ta culture? Elle est offerte, donnée par Olivier Champagne-Poirier, professeur au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Et Olivier, dans sa vie, c'est une personne qui se pose la question, qu'est-ce qui facilite ou freine les dons aux arts et à la culture? Merci d'être généreux en applaudissements. Ça, c'est chiant. Baisse-le le micro, là. OK, bon, parfait. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Je vais me rapprocher. Parfait, merci. Donc là, je vais essayer de ne pas regarder Benoît dans les yeux pendant que je parle, parce que moi, je vais vous parler du rôle stratégique du don pour les organisations. Donc, on est dans le trait intéressé. Donc, en commençant, là, on vous a expliqué qui je suis, mais là, j'aimerais ça en savoir un petit peu plus sur vous. Puis là, maintenant que Benoît vous a testé, bien, je sais que vous êtes capable. Donc, j'aurais une petite question pour vous. Y a-t-il des mécènes dans la salle? Donc, y a-t-il des gens qui ont fait un don? Donc, par exemple, que quand vous avez fait votre rapport d'impôt l'an passé, est-ce que vous avez déclaré avoir fait des dons? Donc, à main levée, qui a fait des dons dans la salle? Pas mal, effectivement, pas mal. On est pas mal dans la moitié. Puis, on est pas mal dans la moyenne québécoise. Donc, sachez qu'environ 50 donc environ une personne québécoise sur deux font des dons. Puis, la moyenne annuelle qu'on donne au Québec, c'est un peu plus de 400 $. Donc, quand même pas mal. Donc, au niveau des causes soutenues, la majorité des dons qui sont faits au Québec, ça va en santé. Donc, par exemple, Fondation pour le cancer. Donc, c'est des fondations qui reçoivent beaucoup de dons. Services sociaux, vie communautaire aussi, on va donner beaucoup. Puis, protection des animaux. Donc, c'est surtout ces trois domaines-là qui reçoivent le plus de dons au Québec. Maintenant, si je vous parle de culture, donc est-ce qu'il y a des mécènes culturels dans la salle? Donc, dans la dernière année, est-ce qu'il y en a qui ont eu des dons déclarés, par exemple, à l'impôt, à des organismes culturels, à main levée? Ben, est-ce que tu as fait un don pour la stratégie art et culture de l'université? On va prendre ça pour un non. Fait que j'ai vu 2 mains levées. Ben, ça se déclare moins bien à l'impôt. Mais oui, ça compte. C'est bon. Grâce à ma présentation, ce soir, ça compte, on va dire, en art et culture. Bon. Donc, on a vu quelques mains levées, fait qu'on voit que c'est moins répandu, puis vraiment, c'est pas que je veux faire une intervention avec vous ce soir. Mon but non plus, c'est pas de passer le chapeau à la fin de la soirée pour que vous donniez aux arts et à la culture. C'est juste pour vous expliquer un peu c'est quoi le portrait du don au Québec. Puis je pense qu'on le représente assez bien. Donc, il y a 2-3 personnes qui ont levé la main, puis environ 4 de la population au Québec font des dons aux arts et à la culture. Puis là, vous pouvez vous dire, ben ouais, il semble avoir une assez faible culture du don en matière d'art et culture au Québec, mais c'est-tu un problème? Pourquoi est-ce qu'Olivier est là et qu'il nous parle de ça? C'est-tu un problème? Fondamentalement, non. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais force est de constater que pour les organismes culturels, ben oui, c'est un problème parce qu'au Québec, nos organismes culturels souffrent d'un sous-financement chronique, et ce, depuis des décennies. Quand je parle de sous-financement au niveau des institutions culturelles, vous pouvez être surpris. Peut-être qu'il y en a plusieurs dans la salle qui croient, puis à juste titre, que le gouvernement soutient les institutions culturelles. C'est vrai, peut-être qu'il y en a parmi vous que quand je dis sous-financement, vous vous dites, ben voyons, comment on peut être en sous-financement? On n'est pas un État qui finance les arts et la culture. C'est partiellement vrai.
Donc votre surprise, elle est justifiée parce qu'effectivement, au Québec, on est une province puis un État qui démocratise la culture, donc qui valorise la démocratisation de la culture. Ça veut dire qu'au Québec, on a différentes politiques qui statuent que c'est la responsabilité de notre gouvernement de faire en sorte que tous et chacun aient accès à une vie culturelle satisfaisante. Puis ça passe par le financement des arts et de la culture. Donc, on a des politiques qui, effectivement, disent que c'est la responsabilité du gouvernement d'assurer une vie culturelle dense en finançant les arts et la culture. Donc, il est où le problème? Donc, le problème, c'est parce que les bottines ne suivent pas les babines au Québec. Donc, il y a différentes politiques néolibérales qui, depuis le début des années 2000, font en sorte que le financement des arts et de la culture, bien, au mieux, ça stagne, au pire, ça décroît. Donc, il y a, par exemple, eu des politiques qui ont fait en sorte que certains établissements culturels classés comme musées, donc qui recevaient de l'aide au financement en tant que musée, bien, ont été déclassés. Donc, on a coupé complètement l'aide à ces organismes-là. Donc, il y a beaucoup d'institutions qui souffrent de ce sous-financement chronique-là. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Donc, il y a deux choix pour une institution qui fait face à des problèmes de financement. Bien, fermer, c'est le premier choix. Donc, de dire, on n'arrive plus, on ferme. Deuxième choix, on augmente le financement autonome. Donc, si on reçoit moins d'argent de l'État, bien, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut s'autofinancer autant que possible. Quand on pense au financement autonome, bien, il y a différentes options qui s'offrent aux organismes culturels. Premièrement, certains pourraient dire, bien, on va augmenter notre programmation, puis, par exemple, on va faire en sorte que les expositions qu'on reçoit, c'est des expos blockbuster qui vont rentrer un paquet de cash. On dit, on va multiplier nos plages horaires pour présenter des spectacles parce qu'on veut toujours plus de public. On peut se dire, oh, on a des belles salles, on peut les louer. Donc, c'est pour ça, si vous avez visité un musée pendant un jour de semaine dans la dernière année, bien, vous allez dire, on est-tu dans un centre des congrès? Parce qu'il y a plein de gens en veston, cravate qui utilisent des salles pour autre chose que des fins culturelles. Puis, certains endroits vont avoir des boutiques, des cafés. Donc, on va miser sur la vente d'autres produits, notamment des T-shirts, des tasses, des souvenirs liés aux expositions. On va vendre, c'est ça, de la nourriture pour augmenter les revenus. Ça, c'est toutes des pratiques qui permettent d'augmenter l'autonomie financière, mais qui amènent une dénaturation des lieux. Donc, ça fait en sorte que, par exemple, un musée, ce n'est pas fait pour être un café. Un théâtre, ce n'est pas fait pour être un endroit de location de salle pour des événements corporatifs. C'est pour ça que le don pour les institutions culturelles, c'est le saint graal du financement autonome, parce que c'est une façon d'augmenter notre financement sans nécessairement se dénaturer. Donc, quand on donne à une institution culturelle, bien, on donne pour l'atteinte de sa mission. Donc, on ne donne pas pour faire en sorte qu'elle devienne le meilleur café de Montréal. On donne pour qu'elle contribue à la démocratisation des arts et de la culture. Fait que c'est pour ça que c'est très important pour les organismes culturels aujourd'hui, dans une dynamique de sous-financement, de penser au financement autonome, notamment par le don. Donc là, je vous ai parlé de vous, on a parlé des dynamiques de dons individuels. Sachez que c'est vrai, quand on dit qu'il n'y a pas de petits dons, c'est tout à fait vrai, mais il y a des grands dons aussi. Puis ça, sachez que si vos dons font des différences, bien, imaginez celles des grandes entreprises. Donc, par exemple, des entreprises qui ont les moyens de donner 500 000, 1 million pour, par exemple, une institution culturelle, bien ça fait des grands impacts au sein de ces organisations-là. Donc, les organismes culturels, ce qu'on veut, c'est aller chercher le don des grandes organisations puis s'inscrire dans leur politique philanthropique, donc leur politique de don. Mais force est de constater qu'au Québec, on a une culture de don qui est assez particulière, mais on en sait très peu sur cette culture-là, puis on en sait très peu sur ce qui va inciter ou freiner les organismes lorsque vient le temps de penser à est-ce que je donne à une cause culturelle. Donc, on sait quand même certains éléments sur notre contexte, mais force est de constater que ce n'est pas de la recherche très récente. Donc, voilà une dizaine d'années, par exemple, il y avait une étude qui avait été faite qui montrait que tant les donateurs que le milieu culturel lui-même avaient une connaissance très limitée des incitatifs financiers qui sont liés aux dons. Donc, toutes les mesures fiscales liées aux dons, tant, par exemple, les théâtres, les musées, ne les connaissaient pas, que
les membres du public. Donc, les gens ne savaient pas trop combien me coûte réellement mon don. Donc, parce qu'il y a des incitatifs financiers, il y a des déductions d'impôts, puis même il y a des leviers après ça financiers au gouvernement que si on donne, bien, des fois, les organismes arrivent à multiplier ces dons-là, mais on ne le sait pas. Aussi, il y a certaines études plus récentes qui montrent que le don aux arts et à la culture par les grandes entreprises au Québec, ça reste encore relativement marginal. C'est environ le quart des grandes entreprises au Québec qui font des dons aux arts et à la culture. Puis ces organismes-là donnent environ 14 de leur portefeuille de dons aux arts et à la culture. Ça veut dire que c'est environ 3 du portefeuille de dons global des grandes entreprises au Québec qui va aux arts et à la culture. Fait qu'on est un peu dans la même situation que la population générale, là, que je vous disais, environ 4 des personnes donnent aux arts et à la culture. Le portefeuille de dons des grandes organisations, c'est environ ça, 4 qui va aux arts et à la culture. Dans les raisons qui sont surtout évoquées pour ne pas donner aux arts et à la culture, c'est notamment la perception d'une absence de lien avec la mission. Donc, si moi, j'ai une grande organisation, je peux dire, donner à un théâtre, c'est quoi le lien avec ma mission? Non, je ne donne pas. Tout comme des organismes vont dire, c'est simple, je ne reçois pas de demande. Donc, je ne donne pas aux arts et à la culture parce qu'il n'y a pas d'organisme culturel qui me contacte pour me demander de l'argent. Puis, une raison assez répandue, c'est la perception que les arts et la culture sont déjà abondamment subventionnés par le gouvernement. Donc, de dire pourquoi je donnerais à des organismes qui reçoivent déjà beaucoup de sous du gouvernement. Donc, ça ressort. Fait que cette espèce de dynamique où il y a un sous-financement chronique, comme je vous expliquais, elle n'est pas vraiment connue de la part des organisations. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, je vous présente un portrait un petit peu pessimiste des choses. Qu'est-ce que des organisations qui ont besoin de ces sous-là peuvent faire avec tout ça? Donc, comment on peut inverser la tendance? En ce moment, on n'a pas grand-chose sur quoi s'appuyer fait au Québec, mais quand même, il y a des travaux qui ont été réalisés en Europe, notamment France, Belgique et aux États-Unis, qui nous permettent de faire certaines hypothèses sur comment on pourrait inciter les organisations à faire des dons. Là, je parle de ma définition de ce qu'est un don, pas celle de Benoît, parce que moi, je parle de don quand même assez intéressé. Donc, le but, c'est de faire connaître quand même les bénéfices, là, je ne regarde pas Benoît, liés au don. Donc, quand même, on voit dans la littérature qu'il y a plusieurs raisons stratégiques de donner pour les organisations. Force est de constater qu'elles sont méconnues. Donc, quand même, pour les organisations, il y a des bénéfices au niveau de tant l'image de marque que la marque employeur. Donc, les gens, les clients vont être davantage susceptibles d'acheter des produits ou services d'organisations s'ils savent que c'est des organisations qui sont investies en art et en culture. Même chose pour les personnes employées. Donc, les personnes vont être davantage fidèles à leur employeur ou vont chercher à travailler dans une organisation s'ils savent que c'est une organisation qui est impliquée en art et culture. La recherche d'influence artistique, c'est aussi présent dans les raisons de donner. Donc, par exemple, moi, si j'avais une grande organisation, puis je suis particulièrement intéressé par l'opéra, le théâtre, l'humour, je pourrais me dire, je vais faire un don pour que ce domaine culturel-là soit encore plus développé dans mon milieu, dans ma communauté. Donc, je pourrais avoir une influence sur les arts et la culture au sein de ma communauté. Il y a certainement un enjeu de réseautage. Donc, les donateurs, les mécènes, généralement, sont invités à des événements au sein des organisations. Donc, on peut réseauter, on peut se faire des contacts. C'est une démonstration de responsabilité sociale des entreprises, le concept qu'on abrévie souvent à RSE, responsabilité sociale des entreprises, mais démontrer qu'on comprend que notre entreprise a un rôle social à jouer puis est un moteur de soutien au sein de la communauté, bien, ça a une certaine valeur. On peut lier à des stratégies marketing. Donc, par exemple, si moi, je fais partie d'une industrie créative, par exemple, j'ai une grande entreprise où on produit des jeux vidéo, bien, de m'associer aux arts et à la culture, de m'associer à la créativité, bien, ça peut être payant pour moi. Puis, j'en ai parlé, il y a des incitatifs financiers qui sont nombreux au Québec dans le fait de donner aux arts et à la culture. Fait que ça, on sait que c'est des motivations qui sont susceptibles de fonctionner, mais dans quelle mesure elles pourraient fonctionner au Québec, bien, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'il n'y a pas de recherche qui a été faite là-dessus. Puis,
ce pourquoi je suis ici pour vous parler, c'est notamment parce qu'avec l'Université de Sherbrooke, on a amorcé un projet de recherche en partenariat avec le Théâtre de la Ville. Ça vient de commencer, fait que, spoiler, j'ai rien à vous dire vraiment là-dessus, autre que de mettre la puce à l'oreille. Donc, on a amorcé un partenariat avec le Théâtre de la Ville, qui est une institution culturelle. Donc, c'est un diffuseur d'art et de culture dont le budget de fonctionnement est uniquement assumé à 10 par des subventions. Fait qu'on ne parle pas d'une institution abondamment subventionnée par les subventions. C'est une institution que, dans les dernières années, ont fait beaucoup de démarches pour augmenter leur financement autonome. Donc, maintenant, leur programmation est bookée mur à mur. Ils louent les salles en masse. Donc, ils ont vraiment optimisé leur façon de faire pour aller chercher autant d'argent que possible. Mais ils ont des grands projets. Ils ont des grands projets de rénovation de leur salle de spectacle. Ils ont des grands projets de construire une nouvelle salle de spectacle. Là, on voit le sketch à l'écran. Donc, ils ont besoin d'aller chercher des dons. Donc, ils ont besoin d'aller chercher des sous pour faire ça parce qu'il n'y a pas nécessairement de subvention pour le faire. Puis, ils ont maximisé leur source de revenus. Donc, pour cette organisation-là, le rôle de la philanthropie est stratégique également. Donc, ce qu'on va faire au courant de la prochaine année, notamment avec une stagiaire postdoctorale là, qui s'appelle Karine, avec qui je vais travailler là, pour la prochaine année, on va faire une démarche de recherche pour mieux comprendre c'est quoi les barrières et les leviers à la philanthropie culturelle sur la rive sud de Montréal, parce que le théâtre est situé à Longueuil. Donc, on veut mieux comprendre dans les entreprises d'ici, au Québec, qu'est-ce qui peut justement freiner ou agir comme une motivation à donner pour développer des stratégies de communication qui sont appropriées pour les organisations. Parce que par exemple, mettre l'emphase sur les leviers financiers quand ce n'est pas ça qui motive nos organisations, c'est contre-productif. Donc, dans la prochaine année, on va faire des sondages, on va faire des entretiens avec les responsables des projets de philanthropie au sein des organismes. On va aussi faire des ateliers de design thinking avec l'équipe du théâtre pour co-créer avec eux des stratégies de communication pour leur campagne de philanthropie. Puis ça, c'est vraiment un exemple de recherche partenariale qu'on fait à l'Université de Sherbrooke qui vise à vraiment mettre au profit des organisations, ici des organisations culturelles, les savoirs scientifiques. Donc, on veut alimenter la pratique par la recherche, puis c'est ce qu'on va faire là, dans le cadre de la prochaine année. Donc, je voulais juste vous mettre la puce à l'oreille pour les personnes curieuses qui diraient « Ah, c'est quoi? » Je ne le sais pas. Donc, soyez patientes. La recherche, ça prend du temps. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est on s'en reparle dans un an. Donc, merci beaucoup. Merci Olivier pour ta présentation. Très intéressant. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Oh, Elisabeth. C'est vraiment intéressant, premièrement. Merci. Puis, je sais que le projet de recherche, il n'existe pas encore. Je vais vous poser des questions trop précises par rapport à ça, mais je me demandais, de ce que je comprends de ce projet-là, ça va produire des outils pour le théâtre de la ville, pour travailler dans son projet de financement. Mais est-ce que tu penses que ça va pouvoir produire des outils utilisables par différents organismes culturels, un peu pour utiliser votre recherche? Je sais que tous les contextes sont différents à chaque place, mais un peu comme des grandes lignes de comment bien faire du financement dans le milieu culturel grâce à cette recherche-là. Je vais juste te demander de répéter la question pour l'enchaînement. Oui, excusez, j'avais pas dit. Oui, Elisabeth me demandait si, là, vu que c'est un projet de recherche partenariale, donc c'est sûr que le projet est enraciné dans la réalité d'un partenaire, donc le Théâtre de la Ville. Donc, elle voulait savoir, est-ce que les constats qui vont être faits dans le cadre de ce projet-là vont être susceptibles d'aider d'autres types d'organisations culturelles? La réponse, c'est oui. C'est sûr, dans une certaine mesure, dans le sens que, comme je l'ai dit, il y a déjà certains savoirs scientifiques sur lesquels on peut se baser pour faire des hypothèses. La recherche que je vais faire avec le théâtre, ça va ajouter à cette littérature-là, en tenant compte d'un contexte qui est un petit peu plus proche de celui, par exemple, de Sherbrooke, mais quand même qui va être très enraciné dans la réalité des institutions de la Rive-Sud de Montréal.
Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments qui vont être trouvés, qui vont être transférables. C'est de la recherche partenariale. Ça veut dire que, par exemple, le financement pour ce projet-là vient à la fois de l'université, des subventions que je vais chercher et d'une contribution de l'organisation. Ça veut dire que la propriété intellectuelle de ce qu'on va trouver, c'est partagé. Fait que j'ai le droit de faire ce que je veux avec ça. Puis en tant que chercheur, bien, ce qu'on veut faire, c'est diffuser. Donc, c'est sûr que les constats qui vont être faits, bien, ils vont être diffusés. Ils doivent servir au plus d'organismes culturels possible, mais ils vont aussi être fondamentalement enracinés dans le contexte d'études, qui est le contexte de la Rive-Sud de Montréal. Fait que oui et non. Oui, les résultats vont pouvoir alimenter d'autres démarches, mais la réalité, c'est que c'est souvent du cas par cas. Donc, de dire, si on s'intéresse, par exemple, à ce qui peut motiver aux dons pour les musées sherbrookois, bien, idéalement, il faudrait étudier ce qui motive aux dons pour les musées sherbrookois. Se baser sur ce qui a été fait ailleurs, c'est toujours un petit peu hasardeux. Si on veut, par exemple, investir dans des campagnes de communication, puis on veut être assez certain de leur efficacité, le mieux, c'est d'avoir une connaissance solide puis enracinée dans le terrain dans lequel on travaille. Avec quelqu'un au micro en premier, désolé, Gab. Oui, donc avec ce modèle de philanthropie, on dirait qu'on joue un peu dans optimiser la logique néolibérale, d'aller chercher l'argent des entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres manières de permettre le financement sans dépendre toujours du gros riche? Il y a un peu d'opinion, désolé. Ouais, c'est une bonne question. Puis c'est vrai que plus les organismes culturels montrent qu'ils sont capables d'atteindre une autonomie financière, bien, plus après ça, l'État dépend de cette autonomie-là. Donc, de dire, bien, vous voyez, vous avez été capable de vous financer tout seul, bien, on va continuer à retirer des subventions ou à stagner. Là-dessus, il n'y a pas de réponse définitive. C'est un peu comme la poule ou l'œuf de dire, bon, ben, est-ce qu'en voyant à quel point les organisations sont créatives, ben, le gouvernement va financer davantage? Est-ce qu'après, il faut se dire, ben, si on veut être moins dépendant de ça, tant de l'État que des dons des organisations, est-ce qu'il faut augmenter le coût d'accès aux arts et à la culture? La plupart des organisations vont dire que non. La plupart des organisations québécoises, ce qu'elles veulent, c'est faire en sorte que leur coût d'accès soit aussi bas que possible. C'est la décision aussi du Théâtre de la Ville de dire que eux, culture pour tous, ça veut dire culture aussi accessible possible financièrement. Fait qu'il n'y a comme pas tant de bonnes réponses. Idéalement, c'est ça, c'est d'instaurer une culture où tout le monde va se dire, bon, ben c'est de notre responsabilité aussi de s'assurer que cette industrie-là, puis que ces offres culturelles-là puissent s'épanouir. Puis ça passe par une culture du don plus répandue dans la population, dans les organisations, mais aussi par un État qui réitère son engagement aux arts et à la culture. Fait que je pense qu'il faut que ça soit comme assez multilatéral. Là. Ça ne peut pas venir d'une solution précise. Il faut que culturellement, on se dise la démocratisation, ça passe par le soutien des arts et de la culture, puis ça vient de toute la société. Donc. Merci beaucoup. Merci.